Bonjour tout le monde. Cette semaine, on profite du lancement de mon prochain livre, Le Grand Mirage, pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. En fait, j'ai décidé de commencer à écrire ce livre-là le jour où je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine confusion dans les termes. C'est-à-dire que les gens d'intelligence artificielle, je trouve, utilisent des termes qui correspondent au cerveau biologique en toute impunité, sans bien établir la différence entre les deux. Parfois, je pense qu'ils le font de manière involontaire, mais parfois, je pense que c'est volontaire, puis ça sert un peu le lobby de l'intelligence artificielle d'entretenir cette confusion-là. Donc, l'idée d'écrire ce livre-là, c'était d'essayer de recadrer les deux sujets et bien établir la différence entre le cerveau biologique et ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, comment le livre est construit à la base? On débute avec une discussion de plusieurs des prétentions des experts de l'intelligence artificielle. Et puis par la suite, on s'attaque au sujet de l'intelligence artificielle, donc un historique de ce sujet-là, puis une discussion théorique dans mes limites à moi, parce qu'évidemment, je ne suis pas mathématicien, puis je n'ai pas du tout la prétention d'être un expert en intelligence artificielle, mais une discussion de ce que c'est l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, la prochaine section, on parle du cerveau biologique. Et là, on commence à déconstruire certains mythes. Vous savez, on utilise des termes comme les neurones, autant du côté biologique que du côté mathématique en intelligence artificielle. Or, ce sont, même s'ils partagent le même nom, deux objets qui sont complètement différents. Un véritable neurone biologique, c'est d'une complexité absolument insoupçonnée, alors qu'un neurone mathématique, les neurones qui sont utilisés dans les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle, c'est un objet mathématique qui est relativement simple, qui est relativement facile à expliquer. Maintenant, c'est le but du livre, le but de la discussion, c'est pas de déconstruire tout le génie qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, parce que oui, c'est franchement génial, mais c'est d'établir les limites entre l'intelligence artificielle puis le biologique, l'intelligence biologique. Donc, la troisième section, d'ailleurs, la troisième section du livre s'attaque à cette thématique-là spécifiquement. Donc, déconstruire les différences entre les deux, puis ultimement, expliquer pourquoi l'intelligence artificielle ne deviendra jamais consciente. C'est vraiment de ça dont je vais parler principalement dans la vidéo aujourd'hui. La dernière section du livre s'attaque au véritable danger de l'intelligence artificielle. Alors, quel est ce véritable danger-là? L'intelligence artificielle, surtout avec les nouveaux logiciels génératifs, permet de remplacer certaines fonctions cognitives. Et on ne devrait pas laisser ça arriver. On devrait utiliser l'intelligence artificielle en appui à nos fonctions cognitives et non en remplacement. Si on laisse l'intelligence artificielle nous remplacer dans notre capacité de lire, d'analyser des textes, puis même de prendre certaines décisions parfois, l'intelligence artificielle va produire dans nos cerveaux une forme d'atrophie, si vous voulez. Les fonctions cognitives vont devenir moins efficaces, puis au fil du temps, on va devenir moins performant cognitivement. Puis ça, c'est bien démontré. C'est démontré que non seulement lorsqu'on s'appuie sur l'intelligence artificielle sans limite, sans distinction, non seulement notre fonction cognitive diminue, notre performance cognitive diminue, mais il y a même des changements structurels qui s'installent dans le cerveau. Donc, l'idée derrière cette dernière section-là du livre, c'est d'essayer de bien baliser le fait que l'intelligence artificielle, c'est intéressant lorsqu'on l'utilise en appui à notre cognition, mais pas en remplacement. Donc, c'est un message qui est important, surtout pour les jeunes, dont le cerveau est en développement. Si ces jeunes-là décident de s'en remettre à l'intelligence artificielle pour composer leur texte, il y a fort à parier que lorsqu'ils vont être des adultes plus tard, leur capacité de composition, d'analyse de texte, puis prendre de lecture aussi, va s'en voir grandement affecté. OK, maintenant, le sujet qui nous intéresse. Est-ce qu'un jour, les machines vont devenir conscientes? Est-ce que c'est plausible de penser que les machines vont devenir conscientes? Puis moi, je vous livrerai immédiatement comme réponse non. Et je vous le dis d'entrée de jeu, c'est un sujet qui est plutôt philosophique que scientifique. Puis il y a probablement des gens qui seraient capables de venir argumenter l'opposé de ce que je dis avec des arguments qui se tiennent aussi. Alors, on est incapable de trancher pour sûr, mais moi, je vais vous déployer les arguments qui me préoccupent. Puis, je pense que la chose qu'on peut dire de manière certaine,
c'est que ce n'est pas raisonnable de clamer que l'intelligence artificielle va certainement devenir consciente. Ça, d'après moi, ça n'a pas lieu d'être. On ne peut pas se permettre de dire ça. Donc, je vais citer un philosophe qui s'appelle Ned Block, qui, pour nous aider à cerner le débat, a décomposé la conscience en deux grandes composantes. Il a parlé de la conscience d'accès et la conscience phénoménale. La conscience d'accès, ça réfère à tout notre fonctionnement cognitif. Puis ça c'est un peu l'aspect que les gens essaient d'émuler en utilisant des logiciels d'intelligence artificielle. Puis le deuxième aspect, la conscience phénoménale, ça réfère au ressenti. Ce que moi je ressens à l'intérieur de moi, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas caractériser, catégoriser, à moins que vous essayiez de nous l'expliquer. C'est quelque chose qui est difficile à étudier en sciences, c'est intangible. Puis c'est cet aspect intangible-là qui rend l'étude compliquée, puis qui rend surtout l'idée de le mathématiser, de le rendre sous forme mathématique, difficile. Parce que voyez-vous, l'intelligence artificielle, quoi qu'on en dise, elle est alimentée d'un langage mathématique. Donc la vraie question devient, est-ce que la conscience phénoménale qui réfère au ressenti, c'est quelque chose qu'on peut exprimer sous forme mathématique? C'est ça la vraie question. En termes scientifiques, on va dire, est-ce qu'on peut formaliser la conscience? Formaliser, la rendre sous forme formelle, donc avec des équations mathématiques. Et là, la plupart des gens s'entendent pour dire que pour l'instant, du moins, on n'a aucune solution. Il n'y a rien qui nous permet de le faire. Et il n'y a rien qui nous permet en ce moment de comprendre comment nos neurones biologiques, qui sont physiques, réussissent à produire quelque chose d'intangible comme la conscience phénoménale. Ce problème-là, en philosophie, on appelle ça le problème de liaison. Or, ce problème de liaison-là, il existe dans le biologique, il existe dans le vivant. Et lorsqu'on essaie de le résoudre scientifiquement, on est incapable. Donc, je ne vois pas comment, de retour à la machine, je ne vois pas comment, dans des processeurs de silicium, dans le langage mathématique, on va être capable de décoder le ressenti et surtout de l'exprimer. Parce que, vous le savez, on est tout le monde différent du point de vue subjectif. On a tout le monde une manière différente de voir un même événement puis de le ressentir différemment. Alors, comment traduire ça en langage mathématique? Moi, je vous dis, ma couleur préférée, c'est le bleu. Et vous? Le jaune? Moi, le jaune, ça me laisse de glace. Le rouge? Donc, comment on fait pour bien cerner ces différences-là qui sont interindividuelles, puis ces différences-là qui viennent de notre construit à nous, qui est individuel. N'oublions pas que notre cerveau s'est construit sur une base génétique, mais aussi environnementale. Tout ce à quoi on a été exposé pendant notre vie va venir influencer sur ce type de raisonnement-là, puis de ressenti-là. Comment on fait pour insuffler ça à la machine du point de vue mathématique? Puis cet aspect-là, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Puis il n'y en a pas à court terme non plus. Dans un horizon raisonnable, il n'y a pas de solution. Et de fait, prenez pas ma parole pour ça. Roger Penrose, c'est un grand physicien qui a gagné prix Nobel pour ses études sur les trous noirs, qui depuis une vingtaine d'années s'intéresse à la conscience. Puis Roger Penrose a écrit plusieurs textes, dont un texte qui s'appelle The Emperor's New Mind, dans lequel il fait la preuve mathématique que la pensée humaine, la conscience, bref, tout ce qui nous anime, c'est non mathématisable. Donc, impossible à traduire en mathématiques. Puis, pour lui, ça va prendre une nouvelle forme de physique pour comprendre le fonctionnement du cerveau puis comprendre la nature réelle de la conscience. Donc, comment maintenant venir insuffler ça dans une machine? Moi, je pense que c'est impossible. Et d'où le titre du livre, en fait, pourquoi l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain? Parce que l'intelligence artificielle, malgré toutes ses avancées, puis malgré toutes ses prouesses, ne sera jamais capable de ressentir, de un. Puis l'autre chose que l'intelligence artificielle n'aura jamais, c'est l'intuition. Il faut comprendre comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle. C'est des corrélations statistiques qui sont bâties sur des immenses ensembles de données. Prenez ChatGPT et ses semblables, les grands modèles de langage. Comment ça fonctionne, ces modèles-là? Ça fonctionne à un coût exorbitant où on a fait analyser
par le système auto-apprenant des centaines de millions de textes et des centaines de milliards de mots. Et puis, fort de cet entraînement-là, le système a reconstruit des relations statistiques entre les mots. C'est la raison pour laquelle il est capable de nous répondre de manière intelligible, puis même en nous donnant l'impression qu'il ressent. Mais évidemment, le système ne ressent absolument rien. C'est fort de cet apprentissage-là qui vient de textes écrits par des êtres humains que ChatGPT, que Gemini et tous leurs semblables sont capables de nous communiquer des réponses qui nous semblent à hauteur humaine. Mais il n'y a aucun ressenti là-dedans. N'oublions pas, là, ChatGPT, là, quand il donne sa réponse, lui, tout ce qu'il voit, ce sont des chaînes de chiffres. Il ne voit même pas des mots, puis encore moins la signification derrière les mots. Et le ressenti derrière les mots, on est à des années-lumière de ça. Donc, il faut vraiment réaliser les limites que ces logiciels-là ont, puis comprendre que le fonctionnement de tout ça, qui est basé sur de larges ensembles de données, des capacités d'analyse foudroyantes. ChatGPT 4 était alimenté par 30 000 processeurs graphiques. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça implique du point de vue énergétique, mais c'est immense. Pour répondre aux questions quotidiennes, ChatGPT consomme l'équivalent de 1 million de dollars en électricité par jour. Donc, ça vous donne une idée du coût de ces systèmes-là. On ne parlera pas des coûts environnementaux, c'est un autre sujet, mais ça vous donne une idée des coûts, puis ça vous montre que ces systèmes-là sont si performants parce qu'ils sont extraordinairement vastes, ce que nos cerveaux ne sont pas. Nos cerveaux sont beaucoup plus limités que ça, puis on travaille beaucoup plus avec de l'intuition, ce que l'intelligence artificielle ne possède pas du tout. Donc voilà. Pour les intéressés, ce livre-là va être disponible le 1er avril en librairie. Puis le lancement a lieu à Sherbrooke, au Ciboire Centre-Ville, le 7 avril, en espérant vous y voir nombreux. Merci d'avoir été à l'écoute cette semaine. Alors, merci tout le monde, merci d'être là. J'espère que vous avez eu du plaisir, j'espère que c'est utile. Nous, on a beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos-là sur le cerveau, à faire de la vulgarisation scientifique sur le cerveau et les neurosciences. Et vous savez que c'est pour la bonne cause. Les fonds de ça sont versés au Fonds Cœur en tête, qui est une fondation qui finance spécifiquement mon laboratoire qui fait de la recherche sur les tumeurs cérébrales. Alors, merci d'être là. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez nous encourager, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous donner de l'amour, donc appuyez sur j'aime, et puis n'hésitez pas à appuyer sur le bouton de notification aussi pour être avisé lorsque nos prochaines vidéos vont être publiées. On va en publier environ 1 ou 2 semaines ou 1 par semaine, dépendamment. Vous avez aussi un lien qui vous permet d'avoir accès à mon site Internet sur lequel vous allez retrouver de l'information sur les activités médiatiques à venir, les publications, les nouveaux livres qui sortent. Puis sur la chaîne, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si vous avez des commentaires, et surtout si vous avez des questions qui touchent aux neurosciences ou au fonctionnement du cerveau, n'hésitez pas, posez-nous vos questions. Ça va vraiment nous faire plaisir d'y répondre. Ça va nous faire plaisir de revenir sur certains sujets d'actualité en neurosciences aussi. Donc, merci d'être là, puis au plaisir.